Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous à la fin de votre parcours de détermination. Je veux d'abord vous exprimer les remerciements de l'enseignement catholique et particulièrement ceux du secrétaire général de l'enseignement catholique pour avoir osé prendre le risque d'entrer dans ce parcours. Quelle que soit votre décision future, à l'issue de votre détermination, j'espère que vous ne regretterez pas ce choix et que vous en sortez un peu transformé. Bien entendu, et comme son nom l'indique, à l'issue de ce parcours intervient un discernement. Il va vous falloir, avec votre tutelle, vous déterminer. Je ne veux surtout pas prédéterminer ce moment. Il vous appartient, en dialogue avec votre tutelle. Il doit être l'expression d'un choix, certes éclairé, mais avant tout libre. Je reprendrai ce mot de liberté tout à l'heure. Cependant, comme l'observation statistique me permet de penser que je retrouverai un certain nombre, sinon un nombre certain d'entre vous, dans les prochains mois, soit en formation préalable, soit en formation de nouveaux chefs d'établissement, et comme ma mission au secrétariat général de l'enseignement catholique consiste notamment à porter la question de la gestion des ressources humaines, et tout particulièrement la question du recrutement des dirigeants dont l'enseignement catholique a besoin, je vais quand même, tout en ne reniant pas un mot de ce que je viens de dire sur votre liberté personnelle, je vais quand même vous parler de la mission de chef d'établissement. En commençant par dire merci, un vrai merci, à ceux d'entre vous qui oseront franchir le pas. Il ne s'agit pas de remerciements en l'air. L'enseignement catholique est intrinsèquement lié à ses chefs d'établissement. J'oserais dire que c'est presque génétique, au sens premier du terme. Pas de chef d'établissement, pas d'enseignement catholique. Vous allez faire le plus beau job du monde. On dit souvent que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois sincèrement que le plus beau métier du monde, c'est celui de chef d'établissement. Et c'est quelqu'un qui a été chef d'établissement pendant 18 ans et regrette de ne plus l'être depuis 13 ans, qui vous le dit. En même temps, soyons lucides, le monde réel n'est pas celui des bisounours. Il vous arrivera de regretter votre choix, quand les difficultés auxquelles vous serez confrontés seront telles que vous vous demanderez pourquoi vous avez répondu oui pour cette mission de fou. Mais vous aurez tellement d'autres moments où vous serez tellement heureux d'avoir dit oui que ces moments de difficulté s'effaceront. Donc, si vous avez envie de dire oui, faites-le. Et par avance, merci. Mais au fait, dire oui à quoi? Le parcours de formation que vous terminez vous a déjà permis d'aborder cette mission de chef d'établissement par bien des points de vue. Je vais vous en livrer un autre, le mien, autour de cette question. Qu'est-ce que l'enseignement catholique attend de ses chefs d'établissement? Et cette vision sera centrée sur un mot, liberté. Tout d'abord, comme on ne peut pas savoir où l'on va si l'on ne sait pas bien d'où l'on vient, je vais commencer par un détour par l'histoire afin de placer la situation présente dans son enracinement, ce qui permet de mieux la comprendre. Dans un second temps, je m'attarderai à partir d'une lecture du statut de l'enseignement catholique et du statut du chef d'établissement à la définition du chef d'établissement et à l'explicitation de ses responsabilités. Pour ce contexte historique qui constitue mon premier point, nous allons d'abord analyser 3 situations parallèles avant de parcourir rapidement l'histoire des chefs d'établissement de l'enseignement catholique. Les 3 situations parallèles sont nécessaires pour comprendre simplement la situation des chefs d'établissement de l'enseignement catholique, aujourd'hui, en 2019. Il s'agit d'observer vers 3 directions. La situation dans l'enseignement public, la situation dans l'enseignement privé et la situation dans l'enseignement catholique. La situation dans l'enseignement public, elle est connue, elle est même très connue tellement elle impacte la situation dans nos établissements en raison de la réglementation très différente applicable aux établissements publics du premier degré
et aux établissements publics du second degré. Seuls les établissements publics du second degré ont la personnalité juridique. En langue administrative, on appelle ces établissements des EPLE, établissements publics locaux d'enseignement. Ces établissements dotés de la personnalité juridique peuvent employer des personnels de droit privé. Ils maîtrisent, dans le respect des règles de la comptabilité publique, leur propre budget. Cette situation a conduit l'État à la création d'un corps administratif spécifique de fonctionnaires pour diriger ces EPLE. On l'appelle le corps des personnels de direction. Il comprend les proviseurs et les principaux, et il est accessible par concours. Ces chefs d'établissement sont rémunérés par l'État en tant que chefs d'établissement. En revanche, s'agissant du premier degré, les écoles publiques n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne disposent pas de leur budget, elles ne peuvent pas embaucher. Elles sont un service de la commune d'implantation. En poussant un peu le trait, on peut aller jusqu'à dire que pour bien des aspects, sociaux, financiers, patrimoniaux, le chef d'établissement d'une école primaire publique est de fait le maire de la commune. En même temps, l'État a confié la responsabilité administrative et pédagogique des écoles publiques aux inspecteurs de l'éducation nationale, les IEN, chargés du premier degré, qui sont en fait au regard de l'État les véritables chefs d'établissement des écoles publiques. Chaque IEN est environ responsable de 10 à 20 écoles, selon les lieux et selon les tailles de ces écoles. Enfin, comme pour assurer la gestion quotidienne d'une école, les relations avec les familles et les soucis quotidiens, ni le maire ni l'IEN ne sont présents, chaque école publique est normalement dirigée par un directeur d'école. Je dis normalement parce que de nombreuses écoles primaires sont en fait en situation de carence de direction. Ce directeur d'école, s'il assume au quotidien les mêmes fonctions qu'un chef d'établissement, n'en est cependant pas un. Il n'a autorité sur aucun personnel de l'établissement, il ne représente pas son école, il ne peut prendre que très peu de décisions, sans l'aval préalable ou du maire ou de l'IEN. Cette situation fait que les directeurs d'école ne relèvent pas du corps des personnels de direction de la fonction publique. Il s'agit d'enseignants rémunérés comme enseignants et dont la fonction de direction est rémunérée, elle, par une indemnité spécifique supplémentaire, comme d'autres enseignants bénéficient d'autres indemnités, je pense par exemple aux tuteurs ou aux enseignants de l'enseignement spécialisé. Voilà pour l'enseignement public. Du côté de l'enseignement privé, depuis les premières lois relatives à l'enseignement privé, je pense notamment à ce que l'on appelle les lois fondamentales de 1886, l'ouverture d'un établissement privé, qu'il soit du premier ou du second degré, relève toujours d'une initiative privée et personnelle. C'est une personne qui déclare ouvrir un établissement scolaire. Et c'est sur cette personne, et elle seule, que s'applique le contrôle de l'État. C'est sur cette seule personne que ce contrôle de l'État va vérifier s'il a les titres requis, si son casier judiciaire est vierge, etc. C'est cette démarche que vous ferez lorsqu'à votre première nomination en tant que chef d'établissement ou en cas de mutation ultérieurement, vous déposerez en mairie une déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé. Un établissement scolaire privé est donc toujours dirigé par une seule personne, nominativement identifiable, qui en a déclaré l'ouverture et qui en assume toute la responsabilité. Cela est tellement vrai qu'en droit, même si dans les procédures administratives ce n'est pas toujours fait, lorsque cette personne quitte la direction de l'établissement, celui-ci est juridiquement fermé dans l'attente qu'il soit juridiquement réouvert par un autre chef d'établissement à venir. Voici donc cette deuxième regard sur l'enseignement privé. Troisième regard, l'enseignement catholique, celui qui nous intéresse. On touche ici à une autre réalité, juridiquement totalement différente, celle de l'Église.
au sein de laquelle une mission, quelle qu'elle soit, est toujours confiée à une personne, elle aussi nominativement identifiée. Ceci n'est absolument pas incompatible avec le travail en équipe ou avec le partage d'une charge pastorale en équipe. Mais la mission est toujours confiée à une seule personne. Prenez l'exemple d'un évêque dans son diocèse ou prenez l'exemple d'un curé dans sa paroisse. C'est à la fois une réalité théologique et canonique. Et cette réalité est une donnée majeure, la donnée essentielle pour analyser la situation, le statut et la mission du chef d'établissement de l'enseignement catholique. Voilà ces trois premiers regards. Deuxième couleur à ma palette du contexte historique, qu'est-ce que la loi Debré nous a apporté dans ce fonctionnement multiple, divers de l'enseignement en France? La loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, dont nous avons fêté les 60 ans il y a quelques mois, n'est pas la loi fondatrice de la liberté d'enseignement, comme on le dit trop souvent, puisque cette liberté d'enseignement, a été introduite et garantie dans notre pays dès le 19e siècle par un ensemble de trois lois que l'on appelle les lois Guizot en 1833, la loi Fallou en 1850 et la loi Dupanloup en 1875. Ce sont ces trois lois qui fondent la liberté d'enseignement dans notre pays. La loi Debré, en revanche, en 1959, a permis de donner une pleine effectivité à la liberté d'enseignement. Liberté qui serait restée largement formelle ou réservée à une toute petite minorité de privilégiés si la loi Debré n'avait pas assuré le financement public de son exercice. Cette loi a donc surtout permis d'asseoir un compromis durable, parce que cette loi autorise un pluralisme scolaire, porteur d'unité nationale, en combinant participation des établissements privés, considérés individuellement, au service public de l'éducation nationale et reconnaissance de la diversité des initiatives privées et du caractère propre de chaque établissement. Le système mis en place par la loi Debré est d'une subtilité exemplaire. Il repose sur un équilibre entre monopole public d'un côté, initiative privée de l'autre, mettant fin à de très longues années de guerre scolaire. Certains historiens, je pense à René Raymond, ont écrit que 1959 avait refermé les plaies ouvertes en 1905 dans notre pays. Mettant fin donc à de très longues années de guerre scolaire, cet équilibre par nature mobile et instable, comme tout équilibre, a eu le mérite d'assurer la synthèse entre les deux traditions démocratiques dont la France est héritière. Une tradition libérale qui privilégie le pluralisme au nom du respect des libertés individuelles et publiques, et de l'autre côté, une tradition qu'on peut qualifier de jacobine qui privilégie la recherche d'uniformité au nom du principe d'égalité. Quel est le fondement de la loi Debré? C'est en fait le contrat. En effet, la loi Debré n'est pas seulement un texte permettant d'assurer le financement des dépenses de fonctionnement des établissements privés en contrepartie d'un contrôle de l'État. Si tel avait été le cas, si on avait voulu en 1959 uniquement répondre à une question de financement, on avait un outil, il existait déjà un outil, il aurait suffi de perfectionner ce qu'on appelait les lois Marie et Barranger qui avaient été votées en 1951. Mais le choix du législateur de l'époque, et surtout du gouvernement de l'époque, et du président de la République, le général de Gaulle, en 1959 est un choix très différent. Ce choix, c'est celui d'asseoir la relation entre les établissements privés et l'État sur la notion de contrat. Ce choix n'est pas anodin. Sur ce plan, comme sur bien d'autres, la loi de 1959 a été en avance sur son temps, car elle précède un mouvement que nous connaissons depuis longtemps, un mouvement de fond qui conduit de plus en plus l'État et les collectivités territoriales à confier la gestion des services publics à des personnes privées en recourant à la technique du contrat, que ces personnes privées soient des personnes privées individuelles ou des personnes privées de type moral comme des associations. Utiliser l'instrument contractuel comme support juridique des relations
entre les établissements privés et l'État, c'est souligner que ces relations sont fondées sur un échange de droits et d'obligations. Quels sont les termes de l'échange? Au titre des obligations, l'établissement, donc nos établissements, se sont engagés à accueillir tous les élèves, sans discrimination de quelque nature que ce soit, dès lors que ces élèves respectent notre projet éducatif. Et également, l'établissement s'engage à respecter les contrats et les horaires de l'enseignement public. De l'autre côté, la puissance publique s'engage à financer le fonctionnement des classes associées à l'État par contrat pour assurer la gratuité de l'acte d'enseignement. Ça, c'est du côté des obligations. Du côté des droits, l'État exerce un contrôle sur le secteur scolaire de l'établissement qui jouit d'une autonomie garantie. Et l'autonomie de l'établissement, de l'autre côté, s'exprime à travers son caractère propre, ce que la loi a appelé son caractère propre, qui peut être confessionnel ou non. Caractère propre dont le Conseil constitutionnel a précisé dans une décision du 23 novembre 1977 que ce caractère propre est la mise en œuvre de la liberté d'enseignement. Dans le respect de la liberté de conscience des enseignants comme des élèves, ce caractère propre permet de mettre en place une organisation éducative spécifique qui relève de l'initiative de la communauté éducative de l'établissement et de la responsabilité du chef d'établissement, celui qui a, je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvert à titre individuel l'établissement d'enseignement privé. On peut considérer que ce contrat établi par la loi Debré, le contrat d'association entre l'État et l'enseignement privé, est un peu une expression de ce qu'on pourrait appeler le paradoxe français. En effet, depuis 1959, la notion de contrat d'association n'a été ni pleinement exploitée, ni même complètement réellement mise en œuvre. On peut constater en fait que le contrat d'association est le plus souvent conçu, tant par les pouvoirs publics que par les propres responsables de l'enseignement catholique eux-mêmes, donc en fait par vous à l'avenir, comme le moyen d'accéder à des fonds publics et de bénéficier d'un régime légal et réglementaire déterminé à l'avance. Si vous interrogez des responsables de l'enseignement catholique, la réponse qui viendra tout de suite quand on parle de la Debré, c'est de dire c'est celle qui a permis le financement des écoles privées. En fait, c'est plus compliqué que ça. Comment expliquer que ce contrat ait été réduit dans la pensée courante à cette seule question de financement? Tout simplement parce que dans notre esprit français, dans l'esprit public de notre pays, il est toujours extrêmement difficile d'imaginer qu'un seul système, qu'un même système, en quelque domaine que ce soit, pas seulement en éducation, mais qu'un même système puisse satisfaire à la fois l'impératif d'unité et l'exigence de diversité. Nous avons beaucoup de mal en France à concevoir que nous pouvons tenter de lier les deux. Et cette difficulté est renforcée dans le domaine éducatif qui, en France, mais ce n'est pas une donnée universelle dans le monde, le système éducatif qui, en France, est marqué par la tradition du monopole de l'État. En outre, vous le savez, la France est plus que tout autre pays marquée par une conception militante de la laïcité. Conception propice, tout particulièrement dans le domaine scolaire, au développement de tensions et d'oppositions, plus qu'au développement d'un partenariat organisé dans un contrat. On mesure donc la difficulté à articuler dans notre pays la double appartenance, d'un côté au service public de l'éducation nationale et de l'autre à un établissement à caractère propre fondé par l'Église. Car l'une de ces appartenances est assez spontanément et assez généralement considérée comme exclusive de l'autre. Dans la mesure où, par le contrat, l'État confie à une personne de droit privé une participation à une mission de service public, ce contrat organise le contrôle de l'État sur cette mission. Mais il ne s'agit pas d'un contrôle hiérarchique, inadapté dans le contexte d'un contrat qui, en droit, lie deux partenaires, certes de nature très différente, mais deux partenaires d'égale dignité. Le contrôle pesant sur les établissements d'enseignement privé est donc un contrôle limité aux cas et modalités prévus par les textes régissant les relations
entre l'État et l'établissement pour l'exécution de sa mission de service public. En revanche, tout ce qui ne relève pas de cette mission ne relève pas du contrôle de l'État et relève donc de la libre appréciation de l'établissement et des organes qui le représentent. C'est là qu'intervient la notion de liberté, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Cette liberté qui fait la raison d'être de l'enseignement privé associé à l'État et qui fait la raison d'être de l'enseignement catholique. Si l'enseignement catholique n'est pas libre, il ne sert à rien. Cette liberté que la loi Debré a donc organisée en lui donnant ce nom si bizarre de caractère propre et auquel je préfère bien sûr celui de liberté et d'enseignement catholique. Voilà pour cette deuxième couleur apportée à ma palette historique. Troisième couleur, une petite histoire du statut du chef d'établissement. La combinaison de ce que j'ai décrit tout à l'heure sur les trois situations parallèles entre l'enseignement public, l'enseignement privé et l'enseignement catholique explique l'histoire du statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique. En effet, c'est la situation des chefs d'établissement dans l'enseignement public qui est à l'origine de la distinction longtemps en vigueur dans l'enseignement catholique entre les chefs d'établissement du premier degré et ceux du second. Le parallélisme plus ou moins conscient et les obstacles réglementaires créés par les situations très différentes des chefs d'établissement du second degré public et les directeurs d'écoles publiques ont longtemps maintenu dans l'enseignement catholique la même distinction. Mais en même temps, la réglementation sur l'enseignement privé, les lois fondamentales de 1886 et plus près de nous, la loi Debré, concourait et concourt à l'unicité de la situation. Parce qu'au regard de ces lois, il n'y a pas, sur les questions fondamentales, de différence entre un établissement du premier degré et un établissement du second degré privé. Enfin, et c'est le plus important, la théologie ecclésiale et le code de droit canonique, le droit de l'Église, n'ont jamais, au regard de la mission pastorale confiée au chef d'établissement, connu une quelconque distinction entre la mission confiée à un chef d'établissement du premier degré et celle qui est confiée à un chef d'établissement du second degré. L'histoire des statuts des chefs d'établissement de l'enseignement catholique peut donc se résumer ainsi à un long processus conduisant d'une distinction reçue de l'enseignement public à une unification conforme à la doctrine et au droit de l'Église. Cette histoire, comme toute histoire, est jalonnée de quelques étapes significatives que je parcours rapidement. En 1980, premier statut du chef d'établissement du second degré. 1992, statut de l'enseignement catholique, voté par les évêques. Une étape décisive pour l'histoire du statut du chef d'établissement du premier degré. En effet, ce texte fondamental dispose en son article 3 ceci: chaque établissement catholique d'enseignement constitue une communauté éducative placée sous la responsabilité du chef d'établissement. Et ce texte est assorti d'un renvoi en bas de page, à la fin de l'article, indiquant dans le présent statut, on entend par chef d'établissement la personne responsable d'une école, d'un collège ou d'un lycée. C'est la première fois que dans un texte fondamental de l'enseignement catholique, une telle mention aussi claire et précise est inscrite. Ce libellé aura une portée essentielle et a eu une portée essentielle dans la suite du processus. En effet, les organisations professionnelles de chefs d'établissement de l'enseignement catholique, et notamment celles qui se chargeaient de ce que l'on appelait à l'époque les directeurs d'école, je veux parler du SINADEC et du SNEL, vont s'appuyer sur ce texte pour faire avancer leur demande d'un statut du chef d'établissement du premier degré. En 1996, le statut du chef d'établissement du second degré de 1980 est revu à la lumière du statut de l'enseignement catholique de 92. En octobre 1997, le Comité national de l'enseignement catholique vote un texte définissant la mission du chef d'établissement du premier degré. C'est le premier acte de reconnaissance officielle de la situation et du statut des chefs d'établissement du premier degré par l'institution. Jusqu'alors,
la situation des chefs d'établissement du premier degré, que l'on appelait directeurs d'école, était régie par un avenant à la convention collective des personnels de l'enseignement catholique. Ce texte est une étape essentielle, même s'il est encore très imparfait. Il ne peut porter le nom de statut car toute la partie professionnelle et sociale est absente. L'enseignement catholique renvoyant toujours, pour ces dispositions, à cette époque-là, au fameux avenant de la convention collective. Mais la suite des actes posés par l'enseignement catholique va se poursuivre sans jamais dévier la même trajectoire. 2001, 4 ans après, le 27 octobre, le Comité national de l'enseignement catholique franchit une nouvelle étape en adoptant, pour la première fois, le premier statut du chef d'établissement du premier degré. Reprenant le texte de 1996 sur la mission, mais le complétant par analogie, toujours incomplète cette analogie, avec le statut du chef d'établissement du second degré. Ce premier statut reste toujours incomplet puisqu'il ne traite pas de la question sociale, rémunération, carrière, licenciement, qui est toujours renvoyé à la convention collective. En outre, ce statut ne confère pas aux chefs d'établissement du premier degré, à l'instar de ce qui est confié à ceux du second degré, une responsabilité en matière de gestion sociale et financière. 1er avril 2006, c'était un 1er avril, mais ce n'était pas une blague, étape décisive. Le Comité national de l'enseignement catholique adopte le premier statut complet du chef d'établissement du premier degré. Ce statut ne renvoie plus à la convention collective. Il traite de l'ensemble des questions relatives à la fonction, à la mission et à l'exercice professionnel du chef d'établissement du premier degré, y compris les questions sociales, de rémunération, etc. Chef d'établissement du premier degré à qui il confère l'ensemble des responsabilités confiées au chef d'établissement du second degré. 2009 et 2010, nouvelle étape vers l'unification. Les deux statuts des chefs d'établissement, celui du premier, celui du second, sont revus dans une démarche menée parallèlement par les deux commissions du statut en vue de les unifier. Le Comité national de l'enseignement catholique adoptera ces deux statuts, l'un le 20 mars 2009 pour le second degré, l'autre le 19 mars 2010 pour le premier degré. Désormais, les deux statuts ont la même architecture et sont absolument identiques, sauf pour les questions de rémunération et de carrière. Une étape décisive est franchie le 14 juin 2013, même si elle n'est pas statutaire, mais elle concerne en fait la formation que vous allez débuter dans quelques mois. La commission permanente, le 14 juin 2013, approuve la proposition du secrétaire général de l'enseignement catholique de certifier la formation des chefs d'établissement par un titre professionnel de niveau 1, le titre de dirigeant des organisations éducatives, scolaires et de formation. Quelques mois plus tard, ce titre sera donc enregistré par la CNCP, devenue aujourd'hui France Compétences. C'est une étape décisive parce que l'unification du référentiel métier et du référentiel de formation que nécessite le dépôt du titre conduit inévitablement à l'unification des statuts, y compris sociaux, des chefs d'établissement du premier et du second degré. Dernière étape dans cette chronologie historique, mais aussi aboutissement définitif de tout ce processus, le 24 mars 2017, le Comité national vote le statut appelé à l'époque unique, mais désormais on ne qualifie même plus d'unique, vote le statut du chef d'établissement. Certes, en 2017, ce texte est assorti d'une période de transitoire longue de 5 ans. Nous sommes donc toujours dans cette période transitoire. Pourquoi cette période longue? Compte tenu des difficultés d'application dans certains lieux pour des raisons financières, des décisions prises par le Comité national pour assurer une égalité de rémunération entre les chefs d'établissement du premier et du second degré. Mais le pas est franchi, il est définitivement franchi, et désormais, il n'y a plus dans l'enseignement catholique 2 corps de chefs d'établissement, l'un pour le premier, l'un pour le second, mais un seul corps de chefs d'établissement. L'histoire n'est cependant pas tout à fait finie. Il nous reste à obtenir de la part de l'État
l'unification des conditions réglementaires pour diriger un établissement du premier et un établissement du second degré, qui permettrait au chef d'établissement de l'enseignement catholique de passer de l'un à l'autre sans obstacle réglementaire. Désormais, je peux donc venir à mon second point de cette intervention, le chef d'établissement de l'enseignement catholique, et tenter une définition de ce qu'est ce chef d'établissement de l'enseignement catholique. Deux documents sont utilisables pour dresser un portrait aussi juste que possible. Soit le statut de l'enseignement catholique de 2013, réaffirmé, confirmé par les évêques en 2018, soit le statut du chef d'établissement de 2017. Rassurez-vous évidemment, sur les points essentiels que je vais traiter, ces deux textes disent tous les deux la même chose. Je conduis donc la suite de mon propos à partir d'une lecture et de citation du statut de l'enseignement catholique publié par la Conférence des évêques de France le 1er juin 2013. Le cœur de la mission. Le statut de l'enseignement catholique consacre toute une section, la 4e section de la 3e partie, intitulée « La réalisation de la mission éducative de l'école catholique ». Toute cette partie-là est consacrée au chef d'établissement. C'est dire la place primordiale, irremplaçable, que prend dans le statut de l'enseignement catholique la définition de la mission du chef d'établissement. Mais dès la première partie du statut, dès l'ouverture du statut, les évêques choisissent de poser une description fondamentale de la mission du chef d'établissement par cet article 32 du statut, qui dit ceci. Il est titré d'abord « Une école catholique est une société éducative confiée à un chef d'établissement ». Et l'article se poursuit ainsi, « Une école catholique est une communauté éducative qui rassemble toutes les personnes concourant à la vie de l'établissement dans la diversité des fonctions et des âges. Elle se constitue autour d'un chef d'établissement qui reçoit mission de l'Église. Il lui revient d'en assurer l'unité en donnant à chaque membre de la communauté éducative la possibilité d'exprimer ses talents au service de tous. Il lui revient aussi de veiller à ce que la foi catholique soit proposée à tous et à ce que les chrétiens de la communauté éducative, enfants, jeunes ou adultes, puissent partager leur foi, la célébrer et l'annoncer. Cette première mention du chef d'établissement dans le statut de 2013 est passionnante. Elle est un condensé de tout ce qui va être précisé ultérieurement. Elle est un résumé absolument parfait de ce qu'est la mission du chef d'établissement dans l'enseignement catholique, de ce qu'est son rôle, de ce qu'est sa charge. Elle décrit le chef d'établissement d'abord par ses relations avec les personnes. Il est celui qui reçoit mission de l'Église pour qu'autour de lui se constitue la communauté éducative. Il lui revient d'assurer l'unité de cette communauté tout en permettant à chacun d'exprimer ses talents. On rejoint bien là ce que nous avons déjà dit entre articulation entre unité et diversité. Et il veille à ce que la foi catholique soit proposée à tous. Ce premier article essentiel est complété par un autre tout aussi important dans la 3e partie, l'article 115, dont je ne cite que la première phrase. Une école catholique est établie par un chef d'établissement au titre de sa mission ecclésiale. Cet article confère au chef d'établissement un rôle et une place absolument essentiels dans la réalisation de la mission éducative de l'Église. Il est celui qui permet l'existence même de l'établissement scolaire, celui sur lequel je me fondais tout à l'heure quand je vous disais pas de chef d'établissement, pas d'établissement, pas d'enseignement catholique. Ces deux articles identifient également, au milieu d'une masse de responsabilités toutes importantes et toutes diverses, une responsabilité majeure, la gestion des ressources humaines. Les auteurs du statut de 2013 ont fait le choix d'une entrée privilégiant les personnes. Ce choix se retrouve bien entendu quand il s'agit de décrire les responsabilités du chef d'établissement.
une responsabilité est considérée comme absolument majeure et fait l'objet de nombreux articles. C'est la responsabilité de la gestion et de l'animation des ressources humaines de l'établissement. Au risque d'être un peu brutal, je vais vous le dire ainsi, si vous ne voulez pas devenir DRH, ne devenez pas chef d'établissement. Toute votre vie professionnelle, ou presque, sera constituée de gestion des ressources humaines, de GRH, dit-on, pour aller plus vite. C'est pour cela, entre autres, qu'elle sera passionnante. En quoi consiste cette responsabilité? Elle est d'abord une mission d'unité. Dans la seconde partie du statut, une participation différenciée à la mission éducative commune, l'article 56 est uniquement consacré à cette mission de construction de l'unité. Je cite cet article, il revient au chef d'établissement de permettre à chacun, selon la fonction et le rôle qui lui sont propres, une collaboration pleine et active à la mission commune et d'assurer l'unité et la concorde entre tous. Quand vous serez chef d'établissement, au milieu de vos innombrables soucis et de vos innombrables responsabilités, n'oubliez jamais la fin de cet article 56. Vous êtes d'abord nommé pour assurer l'unité et la concorde entre tous. Dans cette même partie, l'engagement des personnes dans la mission éducative commune, un ensemble d'articles consacrés à l'entrée dans l'enseignement catholique affirme le rôle central du chef d'établissement dans l'accueil, l'acceptation et l'intégration de quiconque dans la communauté éducative. Je ne vais pas citer tous ces articles, ce serait trop long. Je vous renvoie au statut de l'enseignement catholique. Je les parcours très vite, mais ils sont extrêmement importants. L'article 65 qui dit que l'inscription d'un élève est une prérogative du chef d'établissement. L'article 66 qui dit qu'un enseignant ne peut pas entrer dans l'enseignement catholique sans passer par un entretien avec des chefs d'établissement qui décideront s'ils peuvent lui faire confiance pour exercer dans un établissement catholique. L'article 68, tellement important dans la gestion des enseignants et dans nos relations avec l'État, article 68 qui impose l'accord du chef d'établissement pour nommer un enseignant dans un établissement. L'article 71 sur le recrutement des personnels de vie scolaire, qui est aussi une prérogative du chef d'établissement. Et enfin, l'article 72 relatif aux bénévoles, qui dit ceci, la prise de fonction d'un responsable d'association au service de l'école catholique, qu'elle procède, cette prise de fonction, d'un appel, d'une cooptation ou d'une élection, doit s'accompagner d'un dialogue avec le chef d'établissement. Cette énumération est claire, même si elle est un peu longue. Le chef d'établissement est institué comme celui qui donne accès à la communauté éducative, et ce pour toutes personnes qui vont en faire partie, élèves, familles, enseignants, personnel, bénévoles. La section 2 de cette seconde partie, intitulée « Une gestion des ressources humaines en concordance avec la mission commune », vient à nouveau insister sur la responsabilité du chef d'établissement en matière de ressources humaines, en soulignant deux aspects complémentaires. Sa responsabilité dans l'accompagnement des personnes et leur formation. Enfin, dans une dernière section de cette même partie, l'article 108 du statut impose à tous les responsables de l'enseignement catholique et donc aux chefs d'établissement que les relations de travail au sein d'un établissement catholique d'enseignement soient en cohérence avec le projet éducatif et l'enseignement social de l'Église. Notamment en privilégiant l'exercice d'une responsabilité à travers la concertation, le partage et le travail en équipe. Et cette concertation est notamment dans le statut de l'enseignement catholique, fondé sur l'article 120 qui dispose ceci, tout établissement catholique d'enseignement se dote d'un conseil d'établissement, il est présidé par le chef d'établissement. Quand vous serez nommé dans votre premier établissement, j'espère que vous serez nommé dans un établissement qui applique cet article 120. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'hélas, il reste quelques établissements qui n'ont pas de conseil d'établissement, eh bien, je vous conjure de faire de votre première année de chef d'établissement une année
de constitution de ce conseil d'établissement requis par l'article 120 du statut. Je pourrais presque m'arrêter là, car vraiment, je vous l'assure, l'essentiel est là. Mais à côté de l'essentiel, il y a aussi un ensemble de responsabilités au service de la mission d'éducation et d'évangélisation, responsabilités qui sont évoquées, dont la liste est évoquée dans la 3e partie du statut, la réalisation de la mission éducative de Point l'école catholique, et qui sont bien sûr développées dans le statut du chef d'établissement. Je ne vais pas tout vous lire, cette partie qui est longue, je vous invite bien évidemment à vous y référer avant de vous déterminer, mais aussi régulièrement lorsque vous serez nommé. Je lis simplement les 2 premiers articles de cette partie, l'article 145 et l'article 146, qui sont finalement le résumé de ce qui suit. L'article 145 tout particulièrement, avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission, le chef d'établissement a la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l'établissement. Autrement dit, je sors du statut, mais autrement dit, le chef d'établissement a la charge de l'ensemble de ce qui fait la vie d'un établissement scolaire. L'article 146, garant de l'unité de la communauté éducative, nouvelle fois où l'on mentionne cette nécessité et cette importance de la mission d'unité, garant de l'unité de la communauté éducative, le chef d'établissement s'efforce de fédérer toutes les énergies autour d'un projet commun qui l'anime. Je passe sur la citation de tous les articles qui suivent. Mon intervention serait trop longue. Articles qui détaillent, les uns après les autres, les différents domaines où s'exerce cette responsabilité et qui indiquent comment elle s'exerce. Je vous invite à vous y référer. Ce sont les articles 140 et suivants. Ces articles du statut de l'enseignement catholique sont encore plus détaillés, écrits d'une manière plus opérationnelle, peut-être éventuellement un peu plus juridique encore, dans le statut du chef d'établissement. Toutes ces responsabilités du chef d'établissement sont au service de quoi? Eh bien, elles sont au service de ce que j'ai annoncé tout à l'heure dans mon propos liminaire, elles sont au service de la liberté. Parce qu'un chef d'établissement exerce sa responsabilité au service de cette liberté qui est le fondement de la raison d'être d'un établissement d'enseignement privé. Si cet exercice, ce service de la liberté n'est pas assuré, le chef d'établissement n'est pas un chef d'établissement d'enseignement catholique. On parlait autrefois d'enseignement libre pour parler de l'enseignement privé. Ce n'est pas pour rien. J'en viens donc à mon 3e et dernier point, la liberté des établissements privés scolaires en France. J'ai parlé depuis trop longtemps, il est donc temps de faire une petite pause publicitaire. La Chine a son petit livre rouge, l'enseignement catholique, pour parler de liberté, a son petit livre gris. Ce petit livre gris, intitulé « L'établissement associé, l'autonomie au service de l'intérêt général ». Cet ouvrage est le fruit d'un travail de juristes et d'experts écrit en 2009 pour les 50 ans de la loi Debré. Très sincèrement, tout chef d'établissement devrait avoir lu et pouvoir consulter cet ouvrage, mais comme toutes les grandes œuvres, il est épuisé. À l'occasion des 60 ans de la loi Debré, donc 2019, un processus de réédition d'une version mise à jour a été lancé, nous y travaillons. Vous devriez donc être les premiers chefs d'établissement à recevoir ce document mis à jour pendant votre parcours de formation. Un peu austère, ce n'est pas une bande dessinée. Cet ouvrage, comme tous les ouvrages de type juridique, a été conçu pour donner aux responsables que vous êtes les points fondamentaux de la loi et de la réglementation afin que vous puissiez exercer pleinement ces libertés et en faire profiter vos élèves.
Cette liberté, dans cet ouvrage, est organisée autour de 7 domaines: la pédagogie, la nomination des enseignants, le droit disciplinaire, la scolarité des élèves et leur orientation, la passation, l'exécution et la résiliation des contrats, les relations informatisées et les finances. Il faudrait au moins 1 heure sur chaque sujet. Et encore, traiter de la nomination des enseignants en 1 heure relève de l'exploit. Mais je n'ai qu'à peine 10 minutes pour l'ensemble. Je vais donc choisir, et je ne vais vous parler que de la liberté pédagogique, la plus importante, celle qui doit être servie par les autres. Vous aurez l'occasion d'aborder les autres sujets au cours de votre formation. Pourquoi parler de la liberté pédagogique? Pourquoi parler de cette première? Pourquoi dans le livre, elle est placée en numéro 1 de ces 7 libertés? Tout simplement parce que nous la considérons comme première au sens fondamental du terme, première au sens d'essentiel. Première parce que finalement, l'ensemble de ce que vous serez amené à décider, impulser, orienter, sera au service de cette liberté. On peut aborder ce vaste sujet de la liberté pédagogique en posant 2 questions. 2 questions qui taraudent tous les chefs d'établissement et qui vous tarauderont un jour. Première question, à quoi sommes-nous tenus? Deuxième question, quelles sont nos marges ou nos espaces de liberté dans ce domaine de la pédagogie? Selon les situations, les moments, selon les personnes plus ou moins pessimistes ou optimistes, ces questions peuvent se transformer en protestations que vous avez sans doute entendues, que vous prononcerez peut-être plus ou moins complètement un jour ou l'autre, des protestations du genre « l'administration nous impose les mêmes règles que celles qu'elle impose aux établissements de l'enseignement public. En un mot, l'administration veut nous administrer. » Ou bien « nous sommes totalement contraints par la réglementation et la marge de liberté des établissements de l'enseignement catholique est nulle. » Ou bien encore « dès que l'on veut faire quelque chose d'un peu nouveau, les obstacles réglementaires viennent vite nous interdire toute innovation. » Eh bien non, ces affirmations ne sont pas vraies. L'examen précis de la réglementation conduit à une toute autre analyse qu'il nous faut sans cesse imposer si nécessaire. À quoi sommes-nous tenus? Quels sont nos espaces de liberté? Nous sommes tenus au respect des horaires et des programmes de l'enseignement public. La loi Debré du 31 décembre 1959 énonce ces 2 principes fondamentaux de l'association à l'État dans 2 articles aujourd'hui codifiés du Code de l'éducation, 2 articles qu'il faudra que vous appreniez par cœur, mais vous l'apprendrez naturellement, l'article L442.1 et l'article L442.5. L'article L441 du Code de l'éducation dispose ceci. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus, l'enseignement placé sous le régime du contrat, est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Cette phrase pose et limite strictement le contrôle de l'État à l'enseignement. C'est à partir de cette phrase que nous avons l'habitude de dire « l'enseignement est sous contrat, la vie scolaire relève de l'initiative et de la responsabilité unique du chef d'établissement. » L'article L442.5 organise un peu plus précisément cette première phrase en disant ceci, je cite des extraits. « Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. L'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement. » Ces 2 phrases s'articulent ainsi. Un établissement dispense son enseignement selon les règles et programmes de l'enseignement public, mais les enseignants qui exercent dans cet établissement dans le cadre de l'organisation arrêtée
par le chef d'établissement. Règles et programmes de l'enseignement public, organisation arrêtée par le chef d'établissement. 3 points essentiels donc à retenir à ce niveau d'analyse. Seul l'enseignement est soumis au contrôle de l'État. Premier point. Deuxième point, cet enseignement est dispensé selon les règles du programme de l'enseignement public, selon les règles, pas en application des règles, selon les règles. Et troisième point, cet enseignement est exercé dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement. Alors bien entendu, et hélas, je le regrette, au fur et à mesure, depuis 1959, la réglementation est parfois venue appliquer et préciser de manière trop tatillonne ces principes législatifs, mais n'empêche que la loi est celle-là et nous pouvons nous y référer lorsque nous estimons que les contraintes deviennent trop serrées. Dans la mesure où les obligations des établissements privés associés à l'État par contrat se limitent au respect des horaires et des programmes de l'enseignement public, les expériences pédagogiques soumises à autorisation rectorale, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ne concernent donc que des projets dans lesquels les horaires ou les programmes officiels subissent des modifications, parce que tout le reste relève de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement. Une question annexe, mais qui soulève d'énormes débats depuis 1959. Qu'entend-on par respect des horaires? Avec deux questions qui sont souvent synonymes de tension avec l'administration et qui vous arriveront un jour ou l'autre dans l'exercice de votre mission. Deux questions, l'horaire à respecter est-il hebdomadaire et le calendrier de l'année scolaire s'impose-t-il à nous? Je réponds d'abord à la seconde question parce que la réponse là est très facile. Sur la seconde question, la question du calendrier scolaire, la réponse est très simple et très claire. Le calendrier scolaire n'est pas l'enseignement proprement dit. Il relève de l'organisation scolaire et donc de la responsabilité du chef d'établissement. Ceci a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises et la dernière fois dans une circulaire du ministère de l'Éducation lui-même en 1992. Elle a été aussi réaffirmée également dans le cadre de la réforme de la loi sur la réforme des rythmes scolaires, dite loi Peillon, en 2013. Donc sur le calendrier scolaire, il n'y a aucun doute possible. Sur la première question, l'horaire est-il à respecter hebdomadairement? La réponse est, du point de vue des textes réglementaires, plus floue, car les horaires sont souvent exprimés en horaires hebdomadaires. Nous considérons toutefois que l'obligation de respecter les horaires de l'enseignement public ne peut s'entendre que des horaires définis et calculés annuellement. En effet, nous imposer le respect strict des horaires hebdomadaires reviendrait à rendre inopérant la liberté dont je viens de parler, qui est celle de la liberté du calendrier scolaire. Mais cette interprétation est un combat permanent et il faut sans arrêt lutter contre les tentatives des administrations, notamment rectorales, pour nous imposer un alignement pur et simple sur l'enseignement public. Enfin, attention, quand on parle respect des horaires, on parle respect des horaires d'enseignement et non pas un éventuel respect de l'organisation de ce temps scolaire. J'insiste en particulier sur une donnée importante qui est que la manière dont nous faisons cours relève de l'organisation arrêtée par les chefs d'établissement et non pas d'une imposition qui nous viendrait de l'enseignement public. Je pense tout particulièrement, par exemple, aux fameuses 55 minutes d'horaire de cours que nous connaissons un peu partout. Ces 55 minutes n'ont aucun caractère réglementaire. Un chef d'établissement, en concertation avec son équipe, a parfaitement la possibilité de choisir d'autres modes d'organisation des cours. Une fois établi ce point, à quoi sommes-nous tenus? Il reste donc la question miroir. Et la question miroir, c'est quels sont nos espaces de liberté? Et la réponse, là, est d'une simplicité biblique, même si elle peut surprendre, c'est tout le reste. Ce n'est pas une boutade, c'est vraiment tout le reste. La loi Debré a strictement délimité ce qui s'impose à nous, mais elle a donc aussi strictement délimité ce qui relève du contrôle de l'État. Il nous revient, il vous reviendra, à la fois de respecter strictement ces obligations,
mais à la fois d'occuper tous les espaces de liberté qu'elle nous offre. De nombreux établissements se sont engagés sur cette voie. Nous appelons de nos vœux qu'ils soient encore plus nombreux à oser quitter les sentiers balisés par les habitudes, le mimétisme avec l'enseignement public, parfois la crainte de s'aventurer sur des terres nouvelles et à défricher. Et cette conquête des espaces de liberté, c'est évidemment l'un des aspects majeurs, prioritaires, primordiaux de la mission du chef d'établissement. Cette conquête de liberté va désormais être facilitée par un article, l'article 38 de la loi pour une école de la confiance, votée en 2019, dite loi Blanquer. Cet article 38 facilite la réalisation d'expérimentations dans les établissements publics et privés, et donc a fortiori et encore plus chez nous. Je cite simplement la fin de cet article pour que vous preniez conscience de l'ampleur des expérimentations possibles. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, c'était déjà le cas pour nous, de l'école ou de l'établissement, nous en avons déjà la possibilité. La liaison entre les différents niveaux d'enseignement, nous en avons la possibilité, mais nous ne l'exploitons pas assez. Nous ne sommes pas encore suffisamment en pointe sur la liaison entre l'école primaire et le collège, entre le collège et les lycées. La coopération avec les partenaires du système éducatif. L'enseignement dans une langue vivante ou étrangère, ou régionale. Les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. L'utilisation des outils et des ressources numériques, et j'insiste sur le domaine suivant, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire. Les procédures d'orientation des élèves, la participation des élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Il serait terrible que l'enseignement catholique soit, dans les années qui viennent, en retard sur l'utilisation de cet article par rapport à l'enseignement public, puisque cet article conforte, nous donne encore plus de champs, vous donne encore plus de possibilités d'exercer cette liberté à laquelle je vous invite. En conclusion, et en forme d'extrême résumé, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite professionnelle dans cette extraordinaire mission qui pourrait être la vôtre un jour ou l'autre. Extraordinaire parce qu'avant d'être un métier, il est une mission et que peu de gens ont la chance d'exercer un métier dont le fondement dépasse très largement le seul champ professionnel. Extraordinaire parce que cette mission vous confie une communauté qu'il vous revient de piloter autour d'un projet éducatif ancré dans l'Évangile et le charisme de vos fondateurs. Extraordinaire enfin parce que ce projet et cette communauté que vous pilotez concourent à la plus belle tâche humaine, éduquer, faire grandir des petits d'hommes qui vous sont confiés à la fois par leurs parents, par la nation et par l'Église. Extraordinaire parce que ce projet ne peut voir le jour, vivre, se développer que dans la liberté, liberté audacieuse, liberté courageuse. Quand vous serez chef d'établissement, soyez donc libre et restez-le.